Depuis l'âge de 12 ans, un poème me hante, tant il représente ce que je souhaiterais être et que je ne serai jamais. Ce poème est de Kipling. Il s'intitule « If », si. Il dit entre autres, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Il dit aussi, si tu sais rester simple en conseillant les rois. Il dit encore, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Et il conclut par ces mots, impossible à prononcer sans émotion, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. De toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, Elias Sambar est celle qui incarne au plus près ce poème. Né en 1947 à Haïfa, réfugié au Liban à l'âge de 15 mois, il a fait ses études universitaires à Paris et a mené une vie d'intellectuel et d'homme d'action, celle d'un combattant et d'un résistant, au travail inlassable qui ne se laisse jamais déborder par la passion. Auteur d'ouvrages de référence, il est historien, mais aussi poète, et a traduit en français toute l'œuvre en vers de Mahmoud Darwish. Fondateur en 1981 de la Revue d'études palestiniennes, dont il sera rédacteur en chef jusqu'à sa cessation en 2008, membre du Conseil national palestinien depuis 1988, il a dirigé de 1993 à 1996 la délégation palestinienne aux négociations sur les réfugiés. Aujourd'hui ambassadeur de Palestine auprès de l'UNESCO, il a été l'artisan de l'entrée de la Palestine comme membre de l'UNESCO le 13 décembre 2011 et de l'inscription de l'Église de la Nativité au patrimoine mondial. Au cours de tant d'années de combat, il n'a cessé de porter sur la cause qu'il défend avec tant d'ardeur le regard d'un juste. Ainsi, ses amitiés à des hommes et des femmes sans autre critère que de retrouver en eux et en elles des valeurs communes plutôt que des appartenances de clan. Ainsi, ces années comme rédacteur de la Revue d'études palestiniennes, hébergée par Jérôme Lindon, propriétaire des éditions de Minuit, son ami indéfectible, un juif. Ainsi, la réponse qu'il m'a faite un jour de janvier 2009 au téléphone, lorsque je l'appelais de Grèce, au lendemain de la guerre de Gaza, nous avions caressé le projet de créer une fondation pour favoriser l'éducation musicale des enfants en Palestine et en Israël. La guerre avait-elle changé la donne? Je lui demandais, c'est toujours bon, on va les aider, d'où qu'ils viennent? Bien sûr, me répondait Elias. Nous avons depuis créé la Fondation Les Instruments de la Paix, dont nous sommes tous deux coprésidents et dont l'activité se déploie sur plusieurs fronts.
Elle a suscité la visite sur place du conseiller fédéral Bourcalter, de Mme Salerno, maire de Genève, et de M. Pagani, conseiller administratif. Et comment taire, enfin, la réponse merveilleuse qu'il m'a faite un jour de janvier 2009, peu après cette conversation téléphonique. C'était un lundi, le 20 du mois. Nous avions une réunion du bureau de l'OSR à la place du Cirque. Une de mes collègues, Sylvie Buadjar, s'approche de moi. « Tu sais, Métine, hier, j'ai regardé un débat sur Arte. Il y avait Elias Sambar, et je me suis dit que dans une vie antérieure, vous deux avez dû être frères. Lui, l'arabe, et moi, le juif. Frères. Aussitôt rentré chez moi, j'écris 2 lignes à Elias. On me dit que dans une vie antérieure, nous avons dû être frères. La réponse vient dans l'heure. Cher Métine, pourquoi antérieure? Je t'embrasse, Elias. Bonsoir. C'est pas facile, hein, après Kipling. Mais on va essayer. Voilà. Je suis très très content d'être là et absolument honoré d'être parmi vous ce soir pour vous exposer un peu ce qui s'est passé avec l'inscription du premier site palestinien, mais en fait, il y a déjà une nuance. C'est le premier site palestinien inscrit par la Palestine, car avant Jérusalem, avant Bethléem, pardon, nous n'avions pas la possibilité d'inscrire la vieille ville de Jérusalem. Et à l'époque, le président Arafat avait demandé au roi Hussein de l'inscrire au nom de la Jordanie en attendant de pouvoir nous la repasser le jour venu. Donc, le premier site inscrit directement par la Palestine a été l'église de Bethléem. Je voudrais déjà vous dire une chose, le choix de l'église n'était pas fortuit. Beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de contestataires de notre candidature, notamment le grand ambassadeur de la grande puissance des États-Unis, étaient étonnés qu'un pays musulman, ou en tout cas une majorité, une très grande majorité musulmane, commence par inscrire une église. Ça n'était pas fortuit, nous avions décidé de commencer avec une église pour dire que le pays, le peuple et la terre que nous représentions étaient pluriels. Ce n'est pas du tout par hasard que l'église a été choisie comme premier site inscrit par la Palestine. Avant d'aborder le récit lui-même de l'inscription, je voudrais vous dire quelques mots un peu sur les règles du jeu, pour que vous voyez un peu comment les enjeux se sont déroulés. Cette institution du patrimoine mondial, qui donc fait partie intégrante de l'UNESCO, est un peu, si vous voulez, le territoire de prestige de l'agence onusienne qu'est l'UNESCO. Il y a d'ailleurs une course éperdue de tous les États membres pour inscrire leur site, car c'est une sorte de promotion de lieux exceptionnels qui doivent justifier d'ailleurs ce qu'on appelle une valeur universelle et qui, après, sont quelque part et préservés, et restaurés, et surveillés, donc qui gardent un peu leur valeur. Et cette valeur est également intéressante pour les pays eux-mêmes, car elle suscite, mis à part la préservation du patrimoine national, elle suscite également beaucoup de visites et crée des mouvements de visiteurs tout à fait importants, notamment pour des pays qui ont besoin de ces flux de visiteurs pour leur économie, qu'elle soit touristique ou autre. Donc il y a là une émulation très très forte entre les candidatures. Beaucoup de pays ont ce qu'on appelle des listes de candidatures, ce qui ne veut pas dire que tous les sites sont candidats en même temps, mais commence à dire voici les sites que nous entendons à un moment ou à un autre pour lesquels nous allons postuler. Et
pour vous dire l'importance de cette activité, nous commençons à nous approcher du 1000e site inscrit au patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire quasiment tout ce qui peut, de près ou de loin, compter sur la planète. D'ailleurs, déjà, certains pays se plaignent du fait qu'il y a trop de sites inscrits et qu'à force d'inscrire des sites, l'inscription devient un peu banale, qu'elle n'a plus ce caractère exceptionnel. Mais je crois que c'est très important de continuer, puisque dans les règles de l'inscription, il y a l'idée de la protection et de l'entretien. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est comment cela se passe. Vous avez deux organes au sein du patrimoine mondial. Vous avez un organe qui est élu, qui compte 21 membres, qui est le Bureau du patrimoine mondial, 21 pays membres qui sont élus, qui sont un peu l'exécutif de cette activité. Et vous avez à côté d'eux une ONG qui s'appelle l'ICOMOS, qui est un organe consultatif. Consultatif dans la mesure où c'est à cet organe d'experts que revient la tâche d'apprécier le dossier de candidature. De dire, voilà, ça mérite d'être inscrit, ça a une valeur universelle, ça n'est pas très pressé, il faut attendre, et ainsi de suite. Ce deuxième organe s'appelle l'ICOMOS. Donc vous avez le Bureau du patrimoine, le comité, et l'ICOMOS qui est cette agence consultative. Les pays qui sont candidats préparent un dossier avec des règles tout à fait précises, le site, sa localisation, son histoire, et un peu sa valeur, et qu'est-ce qu'on entend protéger, ce qu'on appelle également ces zones tampons, parce qu'il doit être entouré d'une zone qui, sans faire partie intégrante du site, permet également de créer une sorte de no man's land entre le site lui-même et l'environnement, et ainsi de suite. Et le dépôt se fait donc à l'UNESCO, après quoi l'ICOMOS envoie sur le terrain un expert ou plus qui voit les lieux et revient avec un rapport. Et l'ICOMOS, en fonction de ce rapport, prépare son propre rapport qui est présenté chaque année lorsque se tient la réunion du patrimoine mondial. Elle se tient en règle générale entre juin ou juillet. Celle qui se tiendra cette année se tiendra au Qatar au mois de juin. L'an dernier, nous sommes réunis à Phnom Penh au Cambodge. Donc, c'est des réunions tournantes un peu à travers les pays membres. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Cela dit, il y a deux conditions pour pouvoir déjà être candidat. Il faut d'abord que le site ait une valeur universelle. Il faut deuxièmement que la partie qui présente la candidature contrôle le site. C'est-à-dire un pays dit, voilà, l'Égypte dit, les pyramides sont sous mon contrôle. Dans le cas de la Palestine, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est pour cela que nous sommes un cas d'exception. Quand nous avons amorcé les formalités et les procédures, nous n'étions pas membres de l'UNESCO, donc il n'était pas dit que nous avions le droit même d'avoir des candidatures, et nous ne pouvions pas prouver que nous avions le contrôle sur le site, puisque la Palestine, jusqu'à nouvel ordre, est plus ou moins occupée. Donc à travers ces deux conditions, la condition bien sûr de la valeur universelle ne se posait pas, quand même Noël, le Christ, personne n'allait contester la valeur de l'église de Bethléem. Par contre, les deux autres éléments n'étaient pas en nos mains. Et c'est là que nous avons un peu foncé dans les procédures en menant de front. Et c'est cela un peu qui a peut-être déstabilisé certains. Nous avons mené de front la procédure de l'adhésion en tant que pays et le dépôt du dossier. Nous avons déposé le dossier au secrétariat. On nous a dit, mais vous n'êtes pas membre. Et là, nous avons dit, nous sommes en train de lancer la procédure d'adhésion. Au pire des cas, si la conférence générale, qui est souveraine, qui
qui est composé des États membres, rejette notre demande d'adhésion, vous me téléphonez, je reviens prendre le dossier de Bethléem. Entre-temps, je veux juste que vous me donniez un papier avec un tampon et une date, disant qu'à telle date, dans les délais, parce qu'il y a des délais pour la remise des dossiers, j'ai déposé mon dossier. Et je le dépose en procédure d'urgence. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit parce que le site est menacé en ce moment. Notamment, je vous dirai quelques mots après de cela, la toiture était en très très mauvais état. L'eau, enfin il y avait beaucoup de problèmes dans l'église. Et nous voulons une procédure d'urgence. La procédure d'urgence permettait, de commencer immédiatement les travaux, nous permettait à nous de lever des capitaux si le site était inscrit pour nous aider, parce que c'est d'énormes coûts, et surtout nous permettait d'inscrire dans les 6 mois après le dépôt et de ne pas attendre, selon la procédure habituelle, 1 an et quelques avant de pouvoir postuler à inscrire le site. Donc, il fallait qu'on fasse vite. Donc nous avons lancé l'inscription et nous avons parallèlement à l'inscription lancé la procédure d'adhésion à l'UNESCO en tant que pays. Et là, il est très important que je vous dise 2 choses parce que l'erreur est très très répandue. Nous ne sommes pas entrés à l'UNESCO en tant qu'organisation. D'ailleurs, les organisations de l'ONU n'accueillent pas des organisations, elles accueillent des pays membres. Et nous sommes entrés en tant que pays et non en tant que territoire. Tout l'enjeu politique était là, car quand vous dites « je suis un territoire », on vous dit que les habitants des territoires sont des populations. Quand vous dites que vous êtes un pays membre, les habitants du pays sont un peuple. Et donc, vous êtes dispensé de la preuve qui nous est imposée depuis des années, de devoir vous prouver que vous avez droit à l'autodétermination. Dès lors que vous êtes un peuple dans un pays, on sait quelles sont les frontières, on sait quelle est la capitale, elles sont occupées, mais on sait où elles sont. Et les habitants du pays sont un peuple, donc n'ont pas besoin de dire « oui, je ne suis pas simplement un regroupement d'êtres humains ». Donc nous sommes entrés en tant que pays membre, ce qui a été admis à l'UNESCO par un vote écrasant, une majorité écrasante, était le pays Palestine. Ni l'autorité palestinienne, ni l'OLP, ni les organisations de quoi que ce soit, c'est le pays qui est entré, donc un territoire national, et pas des territoires. On est passé en fait du pluriel au singulier, ce qui changeait toute la donne du contenu. À ce moment, on commençait bien sûr les embûches, nous étions encore loin de la réunion, ça devait se tenir cette année-là à Saint-Pétersbourg, mais à ce moment, on commençait les embûches de procédure pour nous couper le chemin, mais nous avons été jusqu'au bout, la conférence générale s'est réunie, nous avons été admis, et à ce moment, le dossier que nous avions déposé à temps pouvait suivre son cours pour aller à la candidature. Dans cette candidature, qu'est-ce qui était intéressant et quels étaient les arguments qui nous ont été opposés? Parce que cela vous montre un peu comment, à travers un site, qui est un site de culture, d'archéologie, d'histoire, symbolique, se jouent d'autres enjeux. Personne ne pouvait dire « l'Église n'a pas de valeur universelle ». Par contre, et c'était la thèse israélienne, l'argument était le suivant. Et là, vous allez voir comment nous sommes complètement sortis, en réalité, de la négociation sur les sites historiques et culturels. L'argument était le suivant. Personne ne conteste l'importance de l'Église de la Nativité, mais nous sommes encore en train de négocier. Qui c'est qui vous dit qu'à la fin de la négociation, l'Église sera sur le territoire palestinien et pas sur le territoire israélien? À partir de cet argument, ce qui était en réalité posé n'était pas l'Église, mais la question des frontières, c'est-à-dire une remise en cause d'une des règles fondamentales de la négociation, qui est que nous négocions sur la base des frontières de 67, et qu'en vertu de cette négociation, l'Église est forcément sur le territoire palestinien. Et là, nous sommes tombés dans autre chose, un autre enjeu que le patrimoine. Et le patrimoine rejoignait de façon très, très insidieuse
les blocages de la négociation politique sur l'avenir, la question de l'indépendance et la question des frontières de l'État palestinien. Donc, en imposant le fait que nous allions l'inscrire, nous avons quelque part confirmé que la base des frontières était la ligne de 67, sans le dire. Et puis il y a autre chose qui est très important. Et c'est là encore où le cas d'espèce, qui est un cas particulier, est très intéressant. Nous sommes dans un besoin vital d'actes souverains. Il faut des actes de souveraineté. Même s'ils sont partiels, il faut les multiplier. Il faut dire, voilà, là, je viens de faire acte de souveraineté. Là, je viens de faire acte de souveraineté, parce que c'est cela qui consolide à un moment l'émergence des souverainetés à l'échelle nationale. En disant, nous contrôlons le site, nous faisions un acte souverain. Nous contrôlons le site, c'est un acte de souveraineté. Ce territoire est sous notre souveraineté. C'est là qu'est apparu, à ce moment, la contestation des églises, des autorités religieuses, et malheureusement, certains en ont profité de façon pas très élégante. Notamment, par exemple, à un moment, et je les ai confrontés l'un à l'autre, où l'ambassadeur d'Arabie Saoudite vient me dire, l'ambassadeur des États-Unis vient de me prendre à part pour me dire, écoute, nous sommes très choqués. Et le Saoudien lui dit, de quoi? Il lui dit, quand même, nous sommes très choqués que le pays qui est le gardien de la Mecque appuie l'inscription d'une église. Ce qui est digne d'un membre du mouvement de Ben Laden, hein, comme argument. J'ai immédiatement fait venir l'Américain et le Saoudien. L'Américain s'est morfondu en excuse en disant, s'il te plaît, dément cela en mon nom demain, on m'a mal compris, etc. Bref, tout a été utilisé. Mais il y a eu également un jeu très, très pernicieux fait à travers les églises. Vous savez, en Palestine, les lieux, non pas simplement les lieux saints, mais tous les lieux de culte, sont contrôlés par des congrégations différentes. C'est la Terre Sainte, hein, elle est pleine à craquer de lieux saints et de lieux de prière. L'Église elle-même, l'Église de Bethléem, est sous le contrôle de 3 partenaires. L'Église grecque orthodoxe qui a la part du lion sur le contrôle du lieu, les franciscains et l'Église arménienne qui ont des parts mineures. Les églises, hélas, et le Vatican également, nous ont tenu un langage qui n'était pas très, très digne des églises. Et là, je suis en train de parler parce que c'est fini, tout le monde sait ces détails. À moi, ils me tenaient un discours antisémite, à savoir, si tu inscris l'église, elle va être grouillée de juifs. Aux Israéliens, les églises disaient, les Palestiniens sont en train de nous étrangler pour nous obliger à inscrire l'église. Voilà l'enjeu qui était en... Nous avons à ce moment fait une convocation de toutes les autorités religieuses en Palestine à la présidence, chez le président Abbas, qui leur a dit, il y a 2 choses qu'il faut que vous compreniez tout de suite. Les missions et les congrégations religieuses sont régies et gérées en Palestine en vertu de ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo qui est un système de protection et de sauvegarde des autorités religieuses, qui n'est pas un octroi de souveraineté territoriale. C'est-à-dire que les autorités légitimes s'engagent à protéger les institutions religieuses. Il leur a dit, vous êtes sous notre protection, et d'ailleurs, vous le savez, il n'y a jamais eu d'entrave à cela. Par contre, il faut que vous compreniez qu'en Palestine, la souveraineté est à l'État, pas aux communautés religieuses. Donc c'est nous qui décidons d'inscrire ou de ne pas inscrire. Donc nous avons dû, quelque part, un peu forcer la main aux églises. Je crois que fondamentalement, les églises, en jouant ce double langage, ne visaient qu'à une seule chose, l'illusion qu'ils allaient perdre le contrôle absolu sur les lieux. Et ce qui leur faisait très peur, c'était précisément la restauration. Pour vous donner un exemple de l'état à quel point les choses sont figées.
Je ne sais pas si certains parmi vous ont été dans l'église et sont descendus sous l'autel dans cette petite grotte où se trouve la nativité elle-même. Vous avez au-dessus de ce petit coin où aurait reposé le corps de l'enfant 3 icônes. Il y en a une dont le clou est tordu et qui penche. Les 2 icônes qui ne tombent pas sont sous la souveraineté grecque orthodoxe. L'icône qui penche dépend des Arméniens. Le problème, c'est que le clou est grec orthodoxe. Et que les Grecs orthodoxes ne les laissent pas redresser le clou. Ce qui fait que si vous allez, vous verrez ça, des visus, hein, ça vous donne une idée de l'état. Il y a une icône qui est sur le point de tomber, mais personne n'ose toucher le clou. Les 2 autres tiennent. Bref, donc voilà un peu la situation. Et ils ont très très peur du grand projet de la restauration. Nous, la restauration, nous avions déjà, et ça avait été dur, c'est lourd pour nous, parce que cela nous avait coûté $1 million, commandité une étude à 3 grandes universités italiennes spécialisées dans la restauration des monuments anciens et à 2 grands laboratoires qui avaient vraiment tout étudié. D'ailleurs, nous étions venus avec le rapport d'expertise. Le toit était en très mauvaise condition. Beaucoup de structures étaient attaquées. Et nous avions également eu les études sismiques qui nous faisaient penser à la moindre secousse, on allait avoir des désastres. Bref, des infiltrations d'eau. Et l'église est exceptionnelle. Pas simplement à cause de sa valeur religieuse. L'église est exceptionnelle parce que la partie droite de la nef, où l'on voit encore à peine quelques morceaux de la chose, a une fresque qui date des Templiers, qui est probablement la plus grande pièce d'un seul tenant au monde, qui fait quasiment tout le flanc droit de l'église. Nous avons fait des sondages, et qui est exceptionnel. Il y a en plus, ce n'est pas la seule chose qu'il y a dans cette église, il y a en plus au sol, pour ceux qui l'ont visité, il y a au milieu de l'église 2 volets, un peu comme dans les forêts, dans les fenêtres méditerranéennes. Vous savez, les persiennes, vous les ouvrez et vous voyez une magnifique mosaïque au sol qui est, on ne sait par quel miracle, qui se trouve quasiment à 1 mètre du sol de marbre de l'église. Donc il y a un vide d'à peu près 1 mètre entre la mosaïque et le marbre, et cela a été miraculeux, car cela a préservé la mosaïque pendant des siècles. Et le fait qu'on n'ait pas mis le marbre directement sur la mosaïque, mais qu'on ait laissé l'espace. Des sondages avaient été faits à la période du mandat britannique, et la mosaïque fait quasiment toute l'église. Bon. Cette mosaïque est exceptionnelle, elle est d'une part très belle, mais surtout, c'est la première mosaïque chrétienne officielle au monde. Jusqu'à l'édification de cette basilique, les églises chrétiennes étaient des églises clandestines, et c'est quand l'empereur d'Orient a proclamé le christianisme comme religion de l'Empire que cette église, qui est d'ailleurs plus ancienne que le Saint-Sépulcre, c'est la première église, a été édifiée. Et donc vous avez là la première église officielle, si vous voulez, la première église institutionnelle de l'histoire de la chrétienté. Et bien sûr, rien ne permet de ne pas envisager un jour d'enlever tout ce dallage de marbre et d'avoir un dallage en verre qui permette de voir la mosaïque qui est sublime. Donc le site est exceptionnel. Et il fallait à tout prix commencer à opérer. C'est là qu'est venu, après, l'argument du qui sait si cette église sera chez vous, donc rien de pressé, attendons la fin des négociations, qu'est arrivé un deuxième argument qui, lui, était, hélas, pas très, très élégant, car il est venu du côté de l'ICOMOS, c'est-à-dire l'ONG
qui était là à titre consultatif. L'ICOMOS avait envoyé, comme c'est la règle, en temps opportun, un expert britannique nous étions allés, un collègue et moi, à Bethléem. Nous l'avons juste conduit à la porte de l'église, nous l'avons laissé faire son inspection tout seul pour ne pas influer ni intervenir. Il a fait son inspection, nous ne l'avons rien demandé. Il est reparti avec son rapport. Il a fait le toit, la charpente, tout. Nous arrivons à Saint-Pétersbourg. L'ICOMOS, comme c'est la règle, dit voici la conclusion de mes travaux. Nous ne recommandons pas l'inscription de l'église car il n'y a aucune urgence. Elle n'est pas en danger. Toute l'idée était, encore une fois, de nous retarder. Bien sûr, nous avions la possibilité, c'est ce que nous avons fait, de dire nous contestons le rapport de l'ICOMOS et nous désirons passer au vote. Et nous avons eu l'inscription par le vote, à la majorité des 2/3. Par contre, la très mauvaise surprise a été le lendemain de l'inscription de l'Église. Nous recevons un mail de l'expert anglais disant « Je suis désolé, mais je dois vous dire que j'avais recommandé l'extrême urgence et que j'avais dans mon rapport dit qu'il fallait immédiatement réparer. » L'ICOMOS avait trafiqué les conclusions de l'expert anglais. Ça vous en dit long sur l'objectivité. Nous avons immédiatement écrit à l'ICOMOS, j'ai écrit une lettre très dure, en disant « Je vais vous poursuivre pour faux et usage de faux. » Voici la copie de l'expert. Et l'expert a été courageux, car je pense qu'il n'aura plus jamais d'expertise. Plus personne ne fera appel à son travail. Mais il a été honnête. Voici le rapport de l'expert. Et je lui avais répondu à l'expert en disant « Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?» Il a dit « Vous savez comment ça se passe, comme ça, les pressions. Je ne peux pas en dire plus. Nous avons dit « Nous respectons. » L'ICOMOS, au bout de 4 mois, m'a écrit en disant « Oui, l'expert n'est qu'un avis parmi d'autres. » Alors que nous avions donc ce rapport énorme sur la situation catastrophique de l'Église, l'expertise de cet expert indépendant qui disait « Il faut y aller très très vite » et tout d'un coup, une recommandation qui dit « Non, non, il n'y a pas d'urgence. » Il y a eu quelques moments un peu loufoques où, parce que là, je crois que c'était l'Estonie était à mort contre l'inscription de l'Église. Je suppose sur la base du fait que les Estoniens pensent que nous sommes des agents soviétiques et qu'il était temps de continuer à régler les comptes avec Moscou à travers nous. Bref, et où nous avons entendu cette phrase absolument hilarante, où l'un des délégués estoniens a dit « J'y étais, moi, à Noël, je regarde, le plafond est à 25 mètres, hein, je regardais le plafond et le plafond est en très bon état. » Je lui ai dit « Vous savez, c'est vrai que c'est miraculeux, vous étiez dans une terre sainte, vous avez dû avoir une illumination qui vous... » Avant. C'était de cet ordre. Hein. Et nous sommes passés au vote et l'Église a été inscrite. La leçon de toute l'histoire, c'est que les procédures sont fondamentales pour avancer. Souvent, quand on voit des textes de loi ou des résolutions, on s'arrête, et c'est normal, au contenu, c'est-à-dire là où sont déclarées les intentions du texte. En réalité, tout se joue sur les mécanismes d'application. C'est là que vous avez les réelles intentions. C'est là où vous pouvez avoir un texte qui est dithyrambique par rapport à la valeur de l'Église et qui, pour passer à l'application, à la concrétisation du texte, sur les règles procédurales, vous vous retrouverez ne pouvant pas l'inscrire pour telle ou telle ou telle cause. Donc, il faut à tout prix penser que c'est une chose extrêmement importante que la procédure. L'intention est dans la procédure, pas dans les textes qui disent l'intention. C'est là qu'est la véritable intention. Je donne un exemple, ce n'est pas notre sujet ce soir. Toute la maladie de la négociation de paix aujourd'hui vient du fait que les Américains, de façon extrêmement ingénieuse, hein, c'est de bonne guerre, ont dit en 1991, quand nous avons été à Madrid,
tous les pays négocient des accords définitifs avec Israël, les Palestiniens négocient des accords intérimaires. Mais après, il y avait une lettre qui s'appelait l'assurance, dans laquelle le président Bush, le père, nous affirmait que nous allions être indépendants, que toutes nos demandes allaient être satisfaites. Mais en réalité, si vous regardez la procédure, la négociation a été faite de telle sorte à ce que le transitoire devienne temporaire, définitif. Et ils nous l'ont dit. Au début de la négociation, Faisal Husseini, qui était l'un des 3 dirigeants palestiniens qui ont commencé les négociations avec James Baker, lui dit à un moment, fausse naïveté, pourquoi voulez-vous qu'on y aille? Qu'est-ce qu'on va obtenir? L'autre lui dit, et ça n'a pas bougé, hein, 2 décennies plus tard, il lui dit, vous allez avoir plus qu'une autonomie et moins qu'un État. C'est ce qui est en cours. Et tout cela dans la période intérimaire. Bref, bon, cela, c'est une autre histoire. Donc, nous sommes entrés avec cette négociation sur la question des frontières, la question de la souveraineté, sommes-nous un pays ou juste un territoire, la question de l'acte souverain, qui est-ce qui contrôle un lieu, et bien sûr la valeur universelle, qui, elle, n'a trouvé strictement aucun contradicteur. Bien sûr, tout le monde était d'accord pour dire que c'est un site de valeur universelle. Et c'est extrêmement intéressant pour nous, cette bataille, parce qu'elle est pleine de leçons par rapport au travail à venir au patrimoine mondial. Nous allons avoir une deuxième bataille cette année, au mois de juin, au Qatar, où nous avons porté la candidature d'un site qui est très très beau, qui est un site de terrasse de culture, de petites propriétés, qui date de l'époque romaine, avec un système d'irrigation exceptionnel, qui utilise l'eau de 7 sources venues de la montagne, avec des systèmes d'aqueducs de distribution des eaux, et surtout des trouvailles très ingénieuses pour que chaque cultivateur dans son petit lopin ait exactement la même quantité d'eau que son voisin. Donc il y a un système extrêmement intéressant et qui est intact, hein, qui fonctionne de la même façon depuis Rome. Au sommet de cette colline, le paysage est de toute beauté. C'est au sud de Bethléem, hein, c'est dans la vallée. Au sommet de cette colline se trouve une forteresse araméenne avec un double rang de murs. Je ne peux pas dire des remparts parce que c'est un site très très archaïque, hein, il a près de 5000 ans. Et au fil des siècles, il y a une oliveraie qui a poussé dans le petit cercle. Et vraiment, le site est de toute beauté. Notre grand problème aujourd'hui, on va de nouveau revenir, on l'a présenté en procédure d'urgence, car le lieu est entouré de colonies et le mur, le formidable mur, est en train de s'avancer vers le site et nous sommes engagés dans une course de vitesse, car si nous ne l'inscrivons pas très vite, le mur l'avalera. Il sera perdu. Ce qui est très intéressant, encore une fois là, on revient à chaque fois à la question des frontières, c'est que ce site est absolument en bordure de la ligne verte de 1967, c'est-à-dire la future frontière entre les 2 États. Donc, les Israéliens disent, nous voulons voir si cela n'empiète pas sur la ligne de 67. Ce qui est très intéressant pour nous, car c'est une reconnaissance que la ligne de 67 est une frontière. Sinon, pourquoi parlez-vous d'empiéter? Et nous sommes engagés aujourd'hui dans cette procédure qui devra, j'espère, aboutir au mois de juin, avec la possibilité, nous espérons très très fort, de sauver ce lieu. D'autres sites sont en cours de travail, c'est-à-dire de l'élaboration des dossiers de candidature. Il y a notamment Jéricho, qui est un site extrêmement intéressant, parce que vous avez une partie des lieux qui est du néolithique, vous avez du byzantin, vous avez de l'omeyyade, de très très beau. Donc c'est une sorte de succession de périodes,
Et surtout, vu que c'est une zone où il y a à longueur d'année 0% d'humidité, très très sec, les abords du site nous ont permis maintenant, avec des sondages, de dégager une ville quasiment, une ville homéade. Et nous avons très peu de sites de construction populaire, pour la bonne raison que les couches défavorisées ne construisaient pas avec des matériaux qui pouvaient durer dans le temps, ni la pierre ni le marbre. Et là, nous avons un espace urbain extrêmement intéressant et intact, grâce à cette absence d'humidité. Il y a également 2 autres sites sur lesquels nous sommes en train de travailler, à Gaza, un site d'un couvent de Saint-Hilarion, qui a été le plus grand lieu de pèlerinage chrétien au IVe siècle, dans l'Orient méditerranéen, qui est un site sur lequel nous avons déjà délimité 20 000 mètres carrés de fouilles, où vous avez basilique, caravansérail, hammam, donc des bains publics, et ainsi de suite. Donc un site extrêmement riche, et un peu plus haut, dans la bande de Gaza, le site d'un port romain, qui était également un port très important, et d'ailleurs dont l'une des mosaïques est aujourd'hui chez vous en Suisse, puisqu'elle a été restaurée grâce à une aide de la France, je crois à Nîmes, où il y a une école de restauration des mosaïques, et elle est aujourd'hui déposée avec d'autres objets en Suisse, parce que nous avons peur en la rentrant qu'elle soit perdue à la frontière et qu'on nous la pique. Il n'y a pas d'autre terme, hélas. Elle est chez vous pour le moment en sécurité. Donc voilà un peu la situation. Ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est l'importance de la procédure et le fait que derrière ou à côté, parce que ce n'est pas un camouflage, donc des enjeux historiques, culturels, esthétiques, il y a toujours, notamment pour des pays occupés, il y a toujours des enjeux qui relèvent de la négociation politique. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des éléments que je n'ai pas abordés ou d'autres choses qui n'ont pas forcément de lien direct avec le sujet, n'hésitez pas à poser les questions. Voilà, merci. Je pense qu'il y aura certainement l'une ou l'autre question. Ne soyez pas intimidés et je propose de passer tout de suite à la discussion. Nous avons un moment pour des questions. J'en vois tout de suite une. Madame. Alors, je ne sais pas si il vous faut parler dans un micro. Oui, il vous faut parler dans un micro et s'il vous plaît, vous annoncez. Excusez-moi, mais vous dites que les travaux... Le micro, s'il vous plaît. Les travaux de l'Église vont coûter très cher et c'est évidemment très lourd à porter par la Palestine. Mais pourquoi vous ne faites pas un appel au monde en disant à tous les chrétiens, toutes les âmes de bonne volonté, envoyez de l'argent et voilà, et vous allez avoir une porte. C'est noté. Alors, Madame demande si on ne peut pas faire un appel à contribution pour aider à la restauration de l'Église. Je me suis mal exprimé peut-être. Ce qui a été coûteux, c'est les études qui sont faites et que nous avons assurées. La restauration, maintenant, le travail a commencé. Et nous avons eu les financements. Il y a eu plusieurs pays qui se sont proposés, mais surtout, nous avons eu un financement assez particulier qui est d'un homme d'affaires palestinien, chrétien, qui est à la tête d'une très très grande entreprise, peut-être la deuxième ou la première au Moyen-Orient, pour vous dire la taille, et qui a décidé d'offrir lui-même tous les frais de restauration ainsi que la remise en état de la totalité de la ville. Nous sommes en train non seulement de restaurer l'église, mais il est en train de refaire tout le système, l'électricité, les égouts, l'évacuation, tout. La ville est entièrement en train d'être retapée par un don d'un citoyen palestinien qui estime que voilà, il faut qu'il le fasse et c'est en train d'être fait. Non, ce qui a été coûteux pour nous, parce que nous n'avions pas l'argent, c'était de payer $1 million pour les études, pour voir à quel point, où en étaient les dégâts. Vous voyez? Mais vous savez, c'est un lieu qui est très très facile à financer.
tout le monde se dispute quand même. C'est le Christ, hein, c'est pas... Est-ce que les travaux ont D'ailleurs, déjà nous avions de commencé? façon très, très hypocrite pendant les discussions avec les pays en disant quand même, vous n'allez pas voter contre Jésus. Et à la fin, le délégué algérien, d'ailleurs, nos collègues suisses étaient là, s'est levé et s'est mis à hurler. Quand même, faut-il qu'un musulman vous rappelle que ce lieu est important pour 2 milliards de chrétiens? Donc... Et est-ce que les travaux ont déjà commencé? Ah oui, 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 nous sommes tenus, parce que, vous savez, Oui, il y a autre chose. calendrier de- Le lieu peut être déclassé. On peut... Ah oui, oui, si vous ne... parce qu'il y a une sorte de cahier des charges, et il y a des conditions à remplir. Et nous avons déjà donné les 2 premiers rapports, fournis au Centre du patrimoine, les 2 premiers rapports sur les travaux. Bien sûr que c'est absolument. Sinon... on peut reposer une espèce de procédure de déclassification et le lieu sera retiré de la liste. Donc, oui, les travaux sont en cours. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonsoir. Merci, bonsoir. Je suis un chercheur à l'UNI, donc la question c'est juridique, je dirais. Vu qu'il y a des outils de droit international public, pourquoi vous avez privilégié la convention de l'UNESCO de 72 au lieu de la convention de 54 qui s'occupe en effet de la protection des biens culturels en temps de guerre? Et vous avez dit en effet que... Parce que contrairement à d'autres zones du territoire palestinien, d'autres portions du territoire palestinien, le lieu est sous total contrôle des autorités palestiniennes. Il n'y a pas de présence directe, immédiate des forces d'occupation. Donc nous en sommes totalement responsables. La souveraineté n'est pas partagée là. Et vous savez que depuis le début des négociations, le territoire palestinien a été divisé en 3 zones, une zone A, B et C. Dans la zone, il y a une zone dans laquelle les Palestiniens sont en plein contrôle, Bethléem en est. Il y a une deuxième dans laquelle la zone est sous contrôle partagé, et une troisième qui est sous contrôle israélien, qui est la zone C. Donc là, la question ne se posait pas de l'autre convention. En plus, nous voulions adhérer au patrimoine mondial. Il était très, très important de faire cet acte qu'en tant que pays souverain, nous sommes en droit d'inscrire nos sites. Et c'est pour cela que nous allons continuer. Cela dit, l'histoire de l'urgence n'est pas juste une ruse. Les lieux sont menacés. Celui-là a été menacé du fait des problèmes dans l'édifice. Le village de Batir, là, dont je vous ai parlé, est menacé parce que le mur va l'englober sous peu. D'ailleurs, il y a un procès devant la haute cour israélienne en ce moment concernant le mur. Et notre problème, c'est que des associations écologiques ont pris fait et cause. Mais l'argument de plaidoirie est extrêmement risqué. Parce que les associations israéliennes, d'ailleurs, de protection de la nature, ont dit, non pas qu'ils étaient contre le mur, mais qu'il ne fallait pas que le mur dénature le paysage. Ce qui veut dire que si le site était avalé par un mur, je ne sais pas moi, d'arbres, ça marcherait, puisque la question est dans la dénaturation du paysage ou pas. Alors que le problème, c'est l'illégalité de la progression de cette construction qui est le mur, qui est en train d'avaler du territoire qui n'est pas en Israël, qui est dans les territoires occupés. À propos, excusez-moi, de ce site qui est donc juste à la frontière. Si La zone tampon du site est exactement sur la ligne de 67. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, il y a eu quelques précédents dans la protection du patrimoine de l'humanité, notamment le temple de Préaviar, la frontière du Cambodge et de la Thaïlande. Ça a en fait avivé le fait de protéger par la Convention de l'UNESCO, de faire entrer au patrimoine mondial, a eu l'effet inverse. Ça a avivé les conflits. Est-ce que vous ne craignez pas, je ne crois pas que c'était le cas pour la nativité, mais est-ce que pour ça, vous ne craignez pas que ça puisse... C'est possible.
Si la zone tampon est par hasard aussi c'est de l'autre possible, côté de la frontière. mais quel est le choix qui reste entre la crainte que ça arrive et le désastre de voir le site disparaître englouti par le mur? Dites-moi, si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous savez, nous sommes le seul membre. Il y a 195 pays dans cette organisation. Nous sommes le seul occupé. Et nous faisons face à des problèmes que les 194 autres, heureusement pour eux, ne connaissent pas. Nous sommes dans une urgence quotidienne, nous sommes dans une catastrophe quotidienne. Je vous donne un autre exemple. Il y a eu des élections. Tout le monde nous disait quand même, il faut que vous soyez des démocrates. Nous avons dit, nous sommes des démocrates. Il y a eu des élections. Le Hamas, vous savez, le mouvement islamiste les a remportées. Nous avons immédiatement dit au Premier ministre, voilà, c'est vous, vous avez gagné, ce n'est pas du tout notre choix, ce n'est pas notre vision des choses, ce n'est pas notre adhésion politique. Vous avez remporté des élections, tenez le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les budgets ont été coupés. Moi, en ce qui me concerne, dans mon travail, il y a des élèves extrêmement pauvres dans la bande de Gaza, extrêmement pauvres, et qui ont une soif d'apprendre exceptionnelle. Tout d'un coup, aucune banque n'a accepté que j'envoie les $1000 pour aider ces gosses à étudier. Tout d'un coup, les $1000 qui allaient à ces gosses étaient sous la rubrique financement d'organisations terroristes. Et j'ai passé 6 mois avec des gosses qui ne pouvaient plus étudier. Voilà une urgence. Vous savez, on a toute la journée ce type de problème, tout le temps. Tout le temps. Et quand nous disons c'est pas possible, on nous dit ne politisez pas, n'exagérez pas, c'est de la politique. Non, c'est pas de la politique. Puisque vous êtes dans l'éducation à l'UNESCO, si vous n'assurez pas le droit à l'éducation des enfants, où est la politique? Si je réclame que ce droit soit assuré, où est la politique? Vous savez comment nous avons envoyé sur le conseil des banquiers? Comment s'appellent ces agences où des ouvriers asiatiques envoient de l'argent à leur famille? Money House. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Western Union, Money House. Ouais. Le banquier m'a dit, écoutez, ne perdez pas votre temps. Allez là-bas. C'est comme ça qu'on a. C'est comme ça que c'est. Mais vous vous rendez compte, en être réduit à cela. Aller en douce traficoter pour envoyer $1000. Voilà. Autre question. J'ai vu une main se lever Ici. là-bas. Oui. Je parle dans le Maître micro. Alperin. D'abord, je voudrais remercier l'ambassadeur Sambar de son exposé extrêmement intéressant et vivant sur les enjeux et la portée de cette négociation de diplomatie extrêmement fine, à cheval entre la politique et la protection du patrimoine. Et puis, je voudrais rebondir sur l'article qui a été publié hier par Le Temps autour de cet événement qui marque le début d'une réflexion genevoise sur le patrimoine mondial, où le professeur Reynolds expliquait que la protection du patrimoine mondial, c'est aussi un peu favoriser les conditions du dialogue entre les nations, entre les peuples et les pays. Et dans ce contexte, je serais très intéressé de savoir, monsieur l'ambassadeur, quelle est votre opinion ou celle de votre délégation à l'UNESCO au sujet de la conférence qui devait avoir lieu il y a quelques semaines sur les liens entre le peuple juif et la Terre Sainte et qui a été suspendue sine die à ce que j'ai cru comprendre. Et je voudrais savoir si votre position est que c'est un acte positif ou plutôt négatif pour la paix. Je vais commencer par la fin, puisque c'est la question. Vous savez, il y a quelques années, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de fixer un jour, tous les ans, qui était un jour de célébration, enfin de commémoration de l'Holocauste. Et nous avons tous adhéré à cela. L'UNESCO, en tant qu'agence de l'ONU, a appliqué la directive de New York. Et depuis, il y a tous les ans donc une journée de l'Holocauste
qui se tient à l'UNESCO comme ailleurs. Cette association, qui est l'association Simon Wiesenthal, et a été agréée à l'UNESCO il y a 2 ans, parce qu'il y a des ONG qui sont reconnues par l'UNESCO et qui donc peuvent exercer certaines activités en son sein, a préparé une exposition qui était intitulée « 3500 ans de relations entre le peuple juif et la terre d'Israël ». Nous ne savions pas que cette exposition était en cours de préparation. Nous pensions qu'il y aurait une exposition sur l'Holocauste, ce qui est absolument normal, et je me demande d'ailleurs pourquoi il n'y en a pas eu. Et nous sommes tombés quasiment à 4 jours de l'inauguration sur la nouvelle, avec des détails, des panneaux que nous avons vus, qui étaient absolument inacceptables, car sur le plan de l'histoire, complètement faux, qui présentait l'arrivée des Palestiniens en Palestine comme une agression extérieure, une conquête arabe au 7e siècle. Donc il n'y avait pas de Palestiniens avant, et bien entendu, il n'y en a plus eu après. La question est très simple sur ce thème, qui est en fait une façon plus ou moins déclarée de revenir sur l'un des blocages de la négociation actuelle, qui est la demande faite aux Palestiniens de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. On peut commencer par des arguments très simples, mais ce n'est pas le cœur du sujet, mais je vous les donne. Tout d'abord, Israël a déjà signé un traité de paix avec l'Égypte. Il ne lui a pas demandé de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Un autre traité de paix a été signé avec la Jordanie. Personne n'a demandé aux Jordaniens. Pourquoi demande-t-on aux seuls Palestiniens? Pas parce que les Palestiniens sont soumis à un régime plus injuste que les autres, mais parce que cette question ne relève pas de l'histoire. Elle relève de la question des réfugiés. Ce qui est dit à travers cette reconnaissance, et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas l'avoir, elle n'a rien à voir avec la reconnaissance dans la paix. Ce qui est dit à travers cette demande, c'est que les Palestiniens disent « nous avons toujours été des étrangers chez nous, nous n'avons jamais été chez nous ». Ce qui veut dire que quand on nous a mis à la porte, on ne nous mettait pas à la porte. Nous étions venus comme des envahisseurs et nous repartions en temps voulu en 1948. C'est la question des réfugiés qui est derrière cette pseudo-question d'histoire. On peut argumenter, on peut dire quand même c'est très étrange cette relation de la religion juive 3500 ans, donc avant Moïse. Je ne savais pas qu'il y avait un judaïsme avant Moïse, et bref, mais ce n'est pas la question. La question c'est celle des réfugiés et la reconnaissance par les Palestiniens de leur propre reniement du fait qu'ils étaient chez eux. Et cette demande est un obstacle à la paix. C'est pas vrai si elle est satisfaite, elle aiderait à la paix. Parce que si elle était satisfaite, elle rendrait irréconciliable les deux démarches qui visent non pas à admettre que nous étions toujours des intrus dans notre terre, mais que nous étions chez nous et que le grand pas que nous avons fait a été d'accepter de la partager. Parce que la question du partage est, elle, la clé de la réconciliation. Pas le reniement. Le reniement ne donne pas de réconciliation. Mais c'est un obstacle qui est toujours brandi pour dire, voilà, vous voyez, ils ne veulent pas la paix, etc. Et si cet obstacle était résolu, il y en aurait d'autres. Car, vous savez, aujourd'hui, le pouvoir en Israël, je ne parle pas de la société israélienne, qui est comme toutes les sociétés multiples, mais le pouvoir en Israël n'est pas pour aboutir à une véritable solution négociée. Tout est fait pour que nous claquions la porte et qu'on nous dise, voilà, vous voyez, il n'y a pas d'interlocuteur, ils ne veulent pas, ainsi de suite. La question de cette exposition est liée exclusivement à cette idée détournée d'amener les Palestiniens à dire « nous n'avons jamais eu le droit d'être chez nous », ce qui n'est pas vrai. Maintenant, il y a un autre élément qui est compromettant par rapport à cette ONG. Il y a à Jérusalem-Ouest, donc ce n'est pas du tout dans le territoire qui fera partie de l'État palestinien, un cimetière qui s'appelle le cimetière de Mamilla,
qui est un cimetière qui date du 7e siècle. Dans ce cimetière, vous avez quasiment toute la ville, au fil des siècles, qui était enterrée là. Et ça va des simples, des anonymes, jusqu'à des compagnons des prophètes, des juges, des tribunaux charaïs. Tout le monde était là. C'est le cimetière de la vieille ville. Or, cette association Simon Wiesenthal, elle est à l'origine d'un projet qui est en train d'être fait sur les tombes, qui est une violation de centaines de sépultures, pour construire sur les cadavres un musée de la tolérance. Le projet est en cours. Nous n'avons rien pu arrêter, après avoir été à plusieurs reprises devant les tribunaux israéliens. Les 7 niveaux du sous-sol sont déjà creusés. Les tombes ont déjà été profanées. Et le musée va continuer à monter. Et c'est également, et c'est absolument inouï, non seulement qu'on ose le faire, mais qu'on appelle ça musée de la tolérance. Vous voyez, c'est cette même association. C'est en vertu de tout cela que le groupe arabe, donc les pays arabes et d'autres pays, ont écrit, une fois qu'on a pris connaissance du contenu de l'expo, à la directrice générale en disant c'est pas possible car, c'est une question qui est en cours de négociation et vous n'avez pas à intervenir dans les négociations en tant qu'UNESCO, vous n'avez pas à prendre parti pour ou contre la question de la reconnaissance ou pas du caractère juif de l'État. C'est une affaire qui est en ce moment même en cours avec le secrétaire d'État Kerry, vous savez qui mène la négociation du côté des États-Unis. Et nous sommes très étonnés que vous adoptiez le discours qui est celui précisément du camp des durs en Israël, pas du camp de la paix. Cela dit, si l'État d'Israël, si les citoyens israéliens veulent se définir, eux, comme un État juif, c'est leur liberté absolue. Moi, je ne me définis pas, c'est que chacun se définisse. Mais dire aux Palestiniens, reconnaissez que vous n'avez jamais eu le droit d'être chez vous, vous êtes des intrus chez vous, c'est difficile que ça passe, ça ne passera pas. Et ça sera un obstacle à la paix. Encore une fois, si l'idée du partage, car beaucoup de gens ne comprennent pas que les Palestiniens, quand ils ont dit nous allons partager avec Israël, nous allons même accepter que notre État ne s'élève que sur 20% de notre terre nationale. Les Palestiniens n'ont pas oublié d'où ils venaient. Beaucoup de gens se disent, ah oui, ils ont reconnu qu'ils n'étaient... Non, 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 nous savons d'où nous venons. Le grand pas a été celui de dire, nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons, et nous allons partager. C'est cela, là, le grand pas historique. Ce n'est pas le fait de l'oubli ni du reniement. On ne construit pas de réconciliation sur des oublis et des reniements. Ça vous explose de nouveau dans les bras. Regardez ce qui s'est passé en Europe centrale. Ça ne marche jamais. Donc l'idée est-ce qu'il y a moyen d'entrer dans cette idée du partage? Jusqu'à présent, la seule idée qui a cours, c'est de la division. Est-ce qu'on peut remplacer l'idée de la division par l'idée du partage? À ce moment, chacun aura fait un grand pas. Voilà. Merci, merci beaucoup. Voilà. Là, nous avons encore un petit moment pour le débat. Je crois que M. Sandbar est prêt. Je dors à Genève ce soir. Donc, je vous remercie en tous les cas de cette réponse à Maître Alperin. Autre question, oui. Tout d'abord, merci. Ça marche? Merci. Non? Si, si. Maintenant, ça marche. Okay. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention absolument passionnante et touchante également. Je suis chercheuse à l'Institut des hautes études internationales, donc de l'autre côté du lac. Et sans vouloir faire l'avocat du diable, je me demande si vous n'êtes pas un peu sévère à l'égard de l'ICOMOS et si leur réponse, à savoir qu'il y a des avis différents, n'était peut-être pas sincère, et quel peut être l'intérêt
est-ce que vous sous-entendez que l'ICOMOS a été manipulé Oui. par certains gouvernements? Oui, oui, oui. Je le maintiens. Et je vais vous dire plus. Je pense que l'ICOMOS est en train d'outrepasser de très loin son rôle consultatif et qu'il est en train de fonctionner comme un organe exécutif, ce qu'il n'a pas. Il n'a pas le droit de le faire. L'ICOMOS est en train de fonctionner comme le véritable centre de décision et c'est contraire à toutes les règles du patrimoine mondial. D'ailleurs, la lettre que j'ai reçue est absolument intéressante parce qu'on m'a répondu quand même au bout de 3 mois que oui, l'expert a pensé que... Mais nous pensons que non, il n'y a pas d'urgence. Mais vous avez d'une part un rapport de 1000 pages entre les mains fait par des institutions scientifiques de très très haut niveau et vous avez votre expert qui est venu avec d'autres conclusions. Et vous, en vertu de quoi vous avez constitué votre avis contraire? Vous n'étiez pas sur le terrain, vous n'aviez pas fait les études de recherche, et votre expert, il travaille pour vous. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, l'expert anglais. Mais vous, vous estimez que non. Avec tout ça que vous avez entre les mains, non, il n'y a pas d'urgence. Nous, je vous le dis, hein, tout le monde pensait que c'était juste de l'esbrouf, excusez-moi, juste pour gagner des voix. Nous étions très, très inquiets qu'à un moment, le toit ne tombe sur les gens. Le plafond. Il est pourri. Il a plus de 12 siècles. Il est attaqué de toutes parts. Il y a des fuites d'eau sur les fresques. Et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Bien sûr qu'il y avait urgence. Bien sûr qu'il y avait urgence. Si je peux... Malheureusement, il faut pas. Vous savez, hélas, hein, il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de pression. Hein, vous savez, il ne faut pas non plus être angélique. Et c'est très, très clair qu'il y avait une décision de ne pas nous laisser inscrire. Il y a peut-être un représentant d'ICOMOS dans la salle. Non, bon. Oui, alors. Madame n'a pas fini. Pardon. Non, alors je ne vais pas couper la parole. Après, je donne la parole à Léla. S'il y avait urgence, qu'est-ce qui vous empêchait d'entamer les travaux de restauration tout en attendant l'inscription? Parce que c'est deux procédures, phénomènes différents, bien sûr. En quoi le fait que la Palestine inscrive son site est-il tellement gênant pour nous dire n'inscrivez pas, faites tout ce qu'il faut, mais n'inscrivez pas? Pourquoi? Donnez-moi un argument. Pourquoi je devrais attendre? Je suis pas contre du tout le. Mais pourquoi? Non, dites-moi l'attente. Pourquoi je devrais attendre? Pourquoi? Puisque vous avez utilisé. Vous avez 900 sites inscrits par toute la planète. Moi, je viens avec un site. Et vous me dites non, calmez-vous. Pourquoi? Ça fait 28 ans que je suis à la porte. Donnez-moi un argument. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'était que vous vouliez le site, Hein? mais l'argument de la protection était pour renforcer votre argumentaire, mais en vérité, la protection pouvait se faire indépendamment de l'inscription, c'est ça. Alors, tous les pays du monde peuvent restaurer leurs sites sans les inscrire. Pourquoi la Suisse a-t-elle inscrit il y a 2 ans 3 sites? Parce que tous Elle les pouvait attendre. tous les pays du monde veulent avoir leur Elle site. n'est même pas occupée. Alors, Madame Elvakil, professeur Elvakil. Je tenais d'abord à remercier Marc-André Reynaud de nous donner cette prodigieuse occasion à travers ce cycle de conférences et particulièrement aujourd'hui de vous avoir parmi nous, de nous parler du patrimoine mondial, qui est une question évidemment très très vaste. Et je vous félicite d'avoir réussi à entrer avec toutes les prouesses et l'ingéniosité et la ténacité que vous avez déployées avec ce monument au rang du patrimoine mondial, justement. Parce qu'on se rend évidemment bien compte, et quand vous dites on a bientôt 1 millier d'objets classés au patrimoine mondial, qu'il y a les pays nantis, en fait, patrimoine mondial, notamment les pays occidentaux, qui ont beaucoup d'objets au patrimoine mondial, et des pays qui peinent à trouver leur place et leur reconnaissance, parce qu'il s'agit bel et bien d'une reconnaissance. La question qu'on peut néanmoins se poser, ne va-t-on pas vers une inflation, malgré tout? Parce que, à terme, il y a tant d'objets à valeur universelle sur la planète, des objets incomparables, Bien sûr. qui ont tous leurs spécificités, leurs particularités.
Comment voyez-vous le scénario dans 50 ans? C'est la rançon du succès. Ça a tellement pris, ça a tellement créé d'engouement chez les États, ça a tellement été une sorte de reconnaissance de prestige pour certains pays qu'il était difficile de limiter, dès lors que les conditions sont réunies, vous inscrivez. Il y a eu, il y a 3 ans, l'ambassadeur de Grèce d'ailleurs, mais ça n'aurait pas marché du tout, ça aurait créé des problèmes encore plus graves, qui a proposé de faire 2 listes d'inscription, une sorte de liste de première classe, une sorte de liste, en disant comme ça peut-être. Mais là, ça aurait créé des problèmes terribles entre les États membres, en disant pourquoi vous nous déclassez, en vertu de quoi. Maintenant, il y a autre chose aussi, le problème que vous avez souligné par rapport aux pays qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est un cercle vicieux, parce que tant qu'ils n'ont pas les moyens de faire de bons dossiers, de bonnes candidatures, on n'inscrit pas. Et tant que ça n'est pas inscrit, ils n'ont pas les moyens de s'occuper des sites, parce qu'il n'y a pas les aides qui viennent, il n'y a pas les budgets qui viennent. Et ça tourne. Et c'est vrai qu'il y a infiniment plus de sites inscrits au nord qu'au sud de la planète. Cela dit, il y a en ce moment tout un travail pour revoir, et c'est en cours, pour revoir la question de la composition du Bureau du patrimoine mondial. Vous savez, il y a 21 membres et en ce moment, il y a une formule qui est en train d'être présentée qui a acquis l'appui et des pays européens et des pays du Sud, appelons-les, d'Amérique latine et d'Afrique, qu'il y ait, je crois, je les ai notés, je vais vous dire exactement, sur les 21, qu'il y ait 9 sièges élus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous savez, il y a 6 groupes électoraux à l'UNESCO, et ensuite qu'il y ait 2 sièges par groupe qui font les élections en leur sein. Ils ne sont pas nommés, mais le groupe africain aura droit à 2 sièges, le groupe sud-américain à 2 sièges, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a un minimum de représentation assurée en vertu des groupes et 9 sièges qui sont en fait octroyés en fonction des élections qui se déroulent lors des conférences générales de l'UNESCO. Il y a donc tout un travail aujourd'hui pour essayer de rééquilibrer la chose. J'espère que ça va passer pour essayer un peu d'avoir un semblant, ou de s'approcher, c'est pas un semblant, de s'approcher un peu plus d'une répartition équitable, parce que le comité vote. Et donc c'est un pouvoir réel. Oui. Alors j'ai le droit de vous dire une dernière question, et puisque Maître Tombet lève la main, je lui attribue ce droit. Est-ce que vous envisagez des mesures contre ceux qui ne respecteraient pas le classement qui est fait par l'UNESCO? C'est-à-dire? Est-ce que l'UNESCO pense ou travaille à faire en sorte que lorsqu'un classement a été fait par l'UNESCO, il y aurait des mesures qui seraient prises contre le pays ou les gens qui attaqueraient un monument classé par l'UNESCO? Non. Le problème à ce moment résulterait pour le pays lui-même, puisque le site serait retiré de là. C'est-à-dire, à partir du moment où vous dites « je suis souverain, j'inscris un site », vous êtes en charge de sa protection. Et vous avez des rapports annuels où vous devez dire un peu l'état, si vous voulez, l'état des lieux. Et il y a aussi des situations un peu paradoxales et même comiques. Il y a un pays qui avait une zone énorme qui était classée parce que sur cette zone vivait une variété de gazelles désertiques en voie d'extinction. Et ce pays est venu lui-même demander le déclassement, alors que tout le monde se bat pour classer, personne ne comprend. Et après, nous avons compris qu'il y avait dans le site, sous les gazelles, d'énormes gisements de gaz, et que comme le site était classé, on ne pouvait pas forer. Il l'a déclassé unilatéralement. L'UNESCO avait refusé, je me souviens, à la réunion, l'Assemblée avait refusé. Il a dit, personne ne peut m'imposer, je le déclasse. Et bon, je suppose que cette variété de gazelles a disparu dans l'opération. Donc il y a des situations comme ça, mais c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel.
Il y a eu un autre cas qui est extrêmement intéressant, qui a été deux cas qui ont remis en question le classement d'Istanbul et le classement de la vieille ville à Bordeaux, et à Séville, il y a eu également des histoires l'an dernier, où la construction d'un pont sur la Garonne à Bordeaux et d'un nouveau pont sur le Bosphore risquait, sous un certain angle, de dénaturer la vision du paysage. Et bon, ils se sont battus quand même. Alain Juppé est venu en personne à Séville à l'époque pour défendre le pont, et enfin la ville. Et c'est vrai que, bon, il ne faut pas exagérer, parce que quand vous classez un site, c'est très très important, mais vous ne pouvez pas non plus figer l'espace urbain et la vie. Il y a toujours ce paradoxe. Voilà. Très bien. Je crois que je vais clore le débat beaucoup. en vous remerciant très chaleureusement, M. Sambard. Merci beaucoup.